Merci de bien vouloir accueillir Christine Angot. Christine Angot, vous publiez chez Flammarion Le Voyage dans l'Est, un roman fort, très fort, qui revient sur l'inceste dont il est question dans vos précédents ouvrages, mais de manière, je trouve, très différente. Comme si, pour dire, il fallait sans cesse trouver de nouveaux gisements, des gisements de mots, des gisements d'expression, parce que les gisements précédents sont soit épuisés, soit pas réutilisables. Il y a quelque chose de cet ordre-là ? Vous savez, quand vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un, vous apercevez que vous n'êtes pas compris tout de suite. Donc il faut, voilà, vous dites, bon, ben, ok, je vais le dire autrement, c'est ça, et puis comme la nécessité de le dire, tant que vous sentez que la nécessité de faire comprendre n'est pas épuisée, à savoir, vous savez, on peut aussi, quelquefois on veut aussi faire comprendre quelque chose à quelqu'un, et puis la personne ne comprend pas, ou pas tout à fait, puis on dit tant pis, c'est pas grave. La personne ne comprend pas, c'est pas grave. Mais là, c'est grave. Là, c'est grave. Donc, puisque c'est grave, je ne peux pas me respecter si je suis là comme ça, en train de me dire, tiens, mais ça, ce que je viens d'entendre là, par exemple, là, ce qui se passe là, et qui n'est pas mesuré, qui n'est pas compris, qui n'est pas vu, qui n'est pas analysé, qui n'est pas perçu même. D'abord, c'est dur pour moi de laisser passer comme ça, et puis ensuite, j'estime que ça relève de mon devoir, d'une certaine manière, d'essayer de... Voilà. La question du devoir, je crois que c'est important en littérature. Voilà, pas seulement dans l'armée, pas seulement dans l'espionnage, pas seulement dans la politique. Non, je crois que dans la littérature, c'est important aussi. Il y a dans ce livre, j'ai trouvé un lien très subtil entre les mots et l'inceste. Sur les conséquences de l'inceste sur les mots, je vous cite, l'inceste s'attaque au premier mot du bébé qui apprend à se situer, papa, maman, et détruit toute la vérité du vocabulaire dans la foulée. Quand on est écrivain, cette phrase-là, elle a un poids. On ne peut pas mesurer les conséquences. Les mots ont un poids pas seulement pour les écrivains. Les écrivains s'intéressent aux mots parce que ça nous concerne tous. Il y a ça, c'est dans un dialogue, ça, et c'est comme une espèce d'argument pour faire comprendre que non, ça ne concerne pas que vous allez mieux, etc. Est-ce que, voilà, que ça ne concerne pas que la personne qui a été agressée. Non, ça détruit. C'est pas juste un truc comme ça parce que oui, il faut réparer les victimes, il faut reconnaître, etc. C'est pas juste ça. C'est pas juste une affaire privée, autrement dit. La question de l'inceste n'est pas une destruction seulement de l'ordre du privé. C'est aussi une destruction collective, qui a une dimension collective, et parler du langage détruit, c'est bien la preuve de ça. Hein, parce que si les mots sont attaqués, si les mots père, amant, mari de la mère,
compagnons, etc., commencent à se mélanger, ce n'est pas que pour la victime que c'est un problème. C'est pour la société dans son ensemble. Et pour ses proches, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais cette destruction de la vérité du vocabulaire, est-ce que ça explique votre parcours d'écriture d'une certaine manière? Si les mots ont été détruits, il faut sans cesse chercher des mots, rechercher des mots pour essayer de retrouver les vrais. Et j'ai le sentiment qu'avec ce livre-là, vous êtes peut-être tout près des mots vrais. Disons qu'il y a une autre dimension qui est que quand on veut dire quelque chose, ce qui a été mon cas, quand je rencontre ce problème d'inceste à 13 ans avec mon père, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, alors je souhaitais le dire, et je me suis rendu compte que je ne voyais pas comment. Je parlais à 13 ans. Je savais parler. J'étais voilà, une jeune fille tout à fait à l'aise avec le vocabulaire, avec la parole et avec la grammaire. Et je ne pouvais pas parler. Non pas parce qu'il y avait un truc comme ça, non, pas parce qu'il y avait une omerta, quand on nous dit tout le temps comme ça, il y a des mots comme ça qu'on utilise, omerta, emprise, tout ça. Voilà, ça met une étiquette sur une situation. Bon. Omerta, d'ailleurs, est un mot qui me trouble un peu parce que c'est un mot de la mafia. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, bah oui, ça concerne la mafia, l'omerta. Et au fond, l'inceste, c'est un truc de mafia, d'un milieu bien particulier. Et puis voilà, ça concerne ce milieu, mais ça ne concerne pas l'ensemble de la société. C'est une manière aussi de se mettre à couvert. Mais voilà, aussi c'est ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire, je pense que avoir fait l'expérience au moment où j'ai un problème, au moment où j'ai vraiment quelque chose à dire, qui n'est pas « est-ce que j'ai passé une bonne journée à l'école ?», qui n'est pas « comment s'est passé mon samedi après-midi chez ma copine Véronique ?» Non, qui est quelque chose que je veux dire, qui est crucial. Je ne sais pas comment le dire, ni quand. Je ne trouve pas. Donc je pense que c'est ça qui a été... Et justement, si je ne trouve pas, c'est parce que je ne sais plus comment parler. Enfin, je ne sais pas parler de ça. Je ne sais pas parler de ça. Et puis, pardon, il y a aussi une autre raison, c'est que, comme vous l'avez remarqué probablement, pour parler, il faut penser. Est-ce que moi j'ai envie de penser à ça? Est-ce que je préfère pas, eh bien, pendant tout le temps où je ne suis pas avec mon père, est-ce que je préfère pas penser à autre chose? Si. Je préfère penser à autre chose. Pour prolonger votre propos et peut-être pour expliquer pourquoi ce livre est si important, je vais en lire quelques lignes, si vous êtes d'accord. C'est page 37. J'hésite à ce stade. Assembler les pièces éparses, avec le secours de la trame romanesque, et présenter un tissu reconstitué et logique, ou poser les pièces les unes à côté des autres, comme celles d'un vase retrouvé dans des fouilles, pour permettre aux autres de savoir ce qui s'est passé, et qu'ils puissent reconstituer l'ensemble. Dans mes livres précédents, j'ai utilisé les deux options. Ce que je n'ai jamais fait, ce que je n'ai jamais pu ou voulu faire, ou cru utile, c'est faire reposer toute l'architecture romanesque sur la solidité de mes points de vue successifs, leur évolution, leur coexistence. Chaque fois que ce serait possible, ajouter une parole, un mouvement,
un paysage. Et je trouve que non seulement ça résume tout votre parcours littéraire, mais c'est la phrase clé de ce livre. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je vais vous dire une chose déjà, c'est que bon, c'est relativement vers le début. Hein. Oui, quand je commence ce livre, de toute façon c'est toujours comme ça, mais je me dis, bon d'accord, mais je ne sais pas si je vais y arriver, quoi. Parce que c'est compliqué. Comment je vais intervenir telle scène, comment je vais enchaîner. En fait, ce qui est compliqué quand on écrit, c'est l'enchaînement. Hein, c'est pas tout de dire ça, ça, ça. Mais voilà, il faut que ça ressemble à la vie, il faut que ça soit la vie. Donc, c'est pas tellement simple. Je me suis dit, comment je vais faire? Et puis, quand j'étais en train d'écrire ça, je me suis dit, à moi-même, à personne d'autre, et naturellement, même pour moi-même, je l'oubliais régulièrement, je me suis dit intérieurement, je vais y arriver. Je vais y arriver. Quand j'étais en train de faire ça, je me suis dit, oui, je vais peut-être y arriver. Parce que c'était clair, en fait. Mais ce que je voulais dire aussi, en profiter, de dire, puisqu'on parle des points de vue, que je m'interroge souvent, vous voyez, je vous disais par exemple tout à l'heure la question, tous ces mots qu'on entend en boucle dans le discours médiatique, omerta, culpabilité, silence, emprise, et qui sont repris, quelles que soient les personnes qui parlent, et comme si, voilà, ce sont les mots de la chose. Quelle chose? Ben, l'inceste, voilà. Mais la chose, on n'ira pas plus loin dans sa description, finalement. Et il y a une chose dont il ne parle jamais dans le discours médiatique. Il y a une injonction qui est « il faut parler », mais il y a une chose dont il ne parle jamais, c'est les points de vue. Hein? Parce qu'il faut parler et toujours les mêmes 4 mots. Bon, bah alors s'il y a que 4 mots, et si c'est toujours les mêmes mots, ça veut dire que c'est toujours pareil. Donc allez, il faut parler. Ah oui, mais pourquoi? Alors si c'est toujours les mêmes 4 mots, il suffit qu'une personne parle, ou 2 ou 3, pour vérifier si elles emploient bien les mêmes 4 mots. Et pourquoi il faut que tout le monde parle? C'est toujours pareil. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez? Il faut que tout le monde parle, mais pour dire toujours les mêmes 4 mots. Attendez, je ne comprends pas. Bon. Alors que si on s'intéresse au point de vue de la personne, et comme vous savez, les points de vue sont toujours pris dans un moment, dans la vie, autrement dit. À tel moment, j'ai pensé ça, j'étais à tel endroit. Il y avait une voiture comme ça qui passait, il y avait telle personne qui était là, il y avait le lac, non pas le lac Léman, mais le lac de Gérardmer qui était là. Voilà, c'est ça un point de vue. Un point de vue, c'est un roman. Un point de vue, il y a un paysage, il y a une situation, et il y a une affectivité, une intériorité et une pensée. C'est tout ça, un point de vue. Mais si vous permettez, j'ai l'impression que ça va plus loin que ça encore dans ce livre. Parce qu'effectivement, il y a certaines descriptions où vous commencez par le lieu. Ça peut être un bâtiment, une façade, une entrée, un tapis, sa couleur, la manière dont les gens sont habillés. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de rassembler ça d'abord pour faire émerger le souvenir de la parole. Le souvenir de la pensée. Le souvenir du point de vue. Oui. Mais où est la limite entre la pensée et la parole? Parce que je vais vous poser la question autrement. J'ai eu le sentiment en vous lisant que vous aviez fait un travail d'archéologue de la parole. C'est-à-dire qu'il fallait aller retrouver des paroles pour trouver parfois la chronologie, parfois essayer de s'approcher de la véracité des faits et des souvenirs. Quand vous rappelez Claude, par exemple, pour lui dire mais comment on a dit, dans quel ordre on a dit ces paroles, etc. Et ce travail d'archéologie, j'ai l'impression qu'il est facilité justement par l'environnement.
par le souvenir de l'environnement. Ah oui, oui, ben bien sûr, bien sûr. C'est porté, mais ça, c'est presque banal, en fait, je crois. J'ai l'impression qu'on... Ben, pas tant que ça, je crois. Non, mais je crois qu'on en a tous l'expérience. Oui. Voilà. Après, encore faut-il le transformer en matière littéraire, ce qui est encore autre chose. Certainement. Certainement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est encore autre chose. Merci de le faire remarquer. Oui. Bah, aujourd'hui, tout le monde pense qu'il sait écrire. Il y a bientôt plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Donc, il est temps que ça s'arrête. Oui. Sur cet environnement, comment vous avez procédé? Parce que ça m'a vraiment fasciné. Parce qu'à des moments, vous dites que vous avez perdu le souvenir. Par liste. J'ai procédé par liste. C'est vrai. Et à d'autres moments, on a le sentiment que vous avez des souvenirs d'une précision, oui, mais quasi chirurgicale. Oui, mais parce qu'il faut commencer par la liste. Oui. Donc, bon, c'est bon, ok, je vais mettre, il y a ça, là, il s'est passé ça, ok. Et puis, dans quel ordre? Je ne me souviens plus. Donc, il faut essayer de voir, de se souvenir. Voyons, j'ai passé le bac en telle année, là j'étais dans telle ville, quand je fais ça, voilà, c'est banal. Mais tout à l'heure, vous disiez, j'ai pas envie de me souvenir. Ah non, attendez. Non, oui, mais tous ces souvenirs mènent à quelque chose. Non, mais je disais, j'ai pas envie d'avoir présent à l'esprit. Je le disais dans la parole. Oui. Dans l'écrit, si vous n'avez pas envie de vous souvenir, il faut pas y aller, quoi. Disons que vous allez être obligé d'inventer et d'inventer quelque chose qui ne vous ennuie pas finalement. Si vous vous souvenez, vous vous souviendrez de choses qui vous plairont peut-être, et aussi de choses qui ne vous plairont pas. Autrement dit, vous vous souviendrez du réel tel qu'il est. Voilà. Tel qu'il est. Ce qui est. Et ce qui a été. On fait des découvertes parfois avec ce qui a été. Parce que j'aimerais revenir à ce lien entre l'inceste et les mots, et du coup aborder aussi l'absence de mots. Il y a une scène dans ce roman qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est le moment où vous décidez, vous avez 26 ans, je crois, d'aller déposer plainte au commissariat. 28. 28. Et le gendarme vous dit, oui, mais est-ce que vous avez... Enfin, il y a un problème sur il vous dit très clairement, ça va pas. Enfin, vous pouvez déposer plainte, mais vous n'arriverez pas à vos fins parce que il n'y a pas de témoins, il faut établir les faits, etc., etc. À ce moment-là, Claude vous attend dans la voiture devant le commissariat, et il y a toute une série d'interrogations après sur pourquoi on n'a pas pensé que toi, Claude, qui a entendu et vu des choses, pourquoi on n'a pas pensé, pourquoi toi, tu n'as pas pensé que tu pourrais être un témoin, et pourquoi moi, j'ai pas pensé que tu pourrais être un témoin. Comme si cet empêchement des mots était presque contagieux. Je ne crois pas que ce soit ça. Moi, je pose que des questions. Hein. Oui, oui. Non, mais je dis bien, je ne crois pas que ce soit ça. Ce qui est signifié dans le passage dont vous parlez, c'est que il n'y a pas... C'est que moi, je n'y ai pas pensé. Toi, tu n'y as pas pensé, elle l'interroge. Mais toi... Alors, il faudrait peut-être réexpliquer bien, parce que là, on a l'impression que ce commissaire est un type qui veut se débarrasser d'une affaire. Or, ce n'est pas le cas, en fait. Il semble plutôt bienveillant. Il est très bienveillant. Il est très bienveillant, mais il prévient que ça va être, qu'il n'y aura pas de témoins, etc., parce que ça fait trop longtemps, et donc que les preuves seront difficiles à apporter, voire impossibles, et que donc il risque d'avoir un non-lieu
Et ce mot, il est terrible. Et ce mot, d'ailleurs, par rapport à comment vous avez commencé vos questions avec les lieux, hein, sûrement pas, voilà, non-lieu, c'est pas possible à ce moment-là à entendre. Hein. Sur un papier de la République française que vous recevez dans la boîte aux lettres du tribunal qui a réfléchi, qui a jugé non-lieu. Donc, en effet, voilà, je me dis, ok, tant pis, je ne porte pas plainte. Or, c'était maintenant que jamais, puisqu'à l'époque, c'était 10 ans la prescription, donc 18 plus 10, ça fait 28. Et des années après, Claude, qui est le mari de la narratrice, qui est aussi mon mari, qu'il était, il y a cette conversation parce que il y a une remise en question. Ça nous arrive à tous, la remise en question. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Et là, pourquoi j'ai fait ça? C'est pourquoi je suis partie. J'aurais dû porter plainte. Donc là, il y a un regret qui est là. Et donc, il y a en effet cette conversation avec l'autre, parce que tout d'un coup, mais ça, cette histoire du témoignage, je me suis dit qu'il aurait pu porter plainte, mais j'y ai pensé il y a très peu de temps. J'y ai pas pensé, je n'y ai pas pensé ni il y a 10 ans, ni il y a 30 ans, non, j'y ai pensé il y a... En écrivant? Pas en écrivant, mais j'y ai pensé, en tout cas, au moment où j'écrivais, enfin, je veux dire, dans cette période-là, en tout cas, c'est vers ce moment-là que j'y ai pensé. Je me suis dit, mais j'aurais pu, puisque tout le monde disait, il n'y a pas de témoins. Alors, si, en fait, il y a des témoins. En fait, c'est ça, il y a des témoins, quoi. C'est juste que les témoins ne voient pas l'inceste, mais vous ne voyez pas les témoins. Donc on ne voit rien, quoi, en fait. Mais quand vous découvrez ça... Donc on ne voit rien. Vous voyez? Donc si on ne parle pas, si personne ne parle, c'est pas parce que c'est une bande de salopards de la mafia qui font l'omerta. C'est parce que personne ne voit rien. Et pourquoi personne ne voit rien? Parce que ce n'est pas représentable, parce que ce n'est pas pensable, parce que ça ne colle pas. Parce que ça ne va pas. Et de la même façon, pardon, je fais un saut dans le temps. Pas de souci. Et du coup, dans la société aussi. De la même façon que quand une loi arrive il y a quelques mois et introduit un seuil de consentement à 18 ans en matière d'inceste, personne ne voit rien. Personne ne dit « Ah bon, on va mettre... Ah bon, ça sera possible de consentir après 18 ans ?» Non. Pourtant, tous les jours, du mois de janvier jusqu'à la fin février, il y a des débats à la télévision. Quand ce n'est pas le Covid, c'est l'inceste. Quand ce n'est pas l'inceste, c'est le Covid. Et c'est en général les deux, et ce sont les mêmes journalistes qui s'en occupent. Et qui nous expliquent. Et qui nous disent, voilà. Mais il y a 2-3 personnes dont je fais partie, qui sont devant la télé. J'entends ce que j'entends? Ah non, je me trompe. Je n'entends pas ce que... Ils ont pas... Les associations, là, ils sont pas en train de dire... Le ministre n'est pas en train de dire... Ils n'ont pas dit que c'est super parce qu'on va mettre un âge de consentement à 15 ans en matière de viol sur mineur et très fiers d'eux, en matière d'inceste, 18 ans. Allez, grand seigneur, on va jusqu'à 18 ans. Allez, on va jusqu'à 18 ans, allez, on ne mégote pas, hein, on dit jusqu'à 18 ans. Genre, on est quand même, voilà, avec nous, hein, ça avance. Il y a 2-3 personnes qui sont dans leur fauteuil. Angoissées. Très angoissées. Qui s'envoient des textos entre elles, ces personnes. Parce qu'on essaye de se demander si on a bien entendu. La semaine d'après, il y a une pétition dans le Parisien, signée par 300 personnes. Des actrices, des écrivains, des femmes de politique, des femmes de présidents, ex ou actuels, pas actuels, non mais, enfin bref, des gens en tout cas qui font autorité, qui sont très respectés. Tout le monde signe.
Tout le monde signe. 2 jours après, le ministre de la Justice dit « on va mettre un seuil de consentement à 18 ans ». Donc là, ça ne m'intéresse pas, moi, de vivre dans cette société-là. Mais j'ai envie de rapprocher ce que vous venez de dire d'une scène qui est à la fin du livre, où vous avez à ce moment-là publié vos premiers livres et on vous propose... oui, allons-y. Ce que je voulais juste terminer, oui. C'est que ce que je voulais dire en faisant cette très longue digression, c'est qu'on ne voit pas. C'était, voyez, c'était pour ramener sur ce que la question précédente. Voilà, je voulais juste... Oui. Voilà. Donc je le rapproche de cette scène qui est à la fin du livre. Vous avez donc publié et on ne parle pas de vos livres et on vous propose une espèce de deal avec Marie-Claire où on vous dit il y aura un papier sur ton livre si tu es d'accord de témoigner. Et vous acceptez de témoigner. Il faut me convaincre. Oui, quand je dis vous acceptez, ça peut être le fruit d'un long cheminement. Oui, on est bien d'accord. Oui. L'entretien a lieu, il est enregistré sur cassette. Et puis, tout à coup, il y a un problème, c'est qu'on vous dit « Ah ouais, mais si votre père n'a pas été condamné, on ne va pas pouvoir publier votre témoignage. » Et vous dites « Et du coup, le papier sur le livre non plus ?» Ben non, vous récupérez les cassettes et vous transcrivez. Comme votre père n'a pas été condamné, vous portez le même nom. C'est ça, exactement. Et donc, vous transcrivez les cassettes. Et enfin, moi, la manière dont je l'ai lu, c'est mon sentiment de lecteur. Hein, je me suis dit que de ce jour-là, vous ne pourriez plus jamais faire confiance à un journaliste. Écoutez, les journalistes... Bon, déjà, mettre les mots confiance à côté de journaliste, il faut y aller. Hein, mais... Non. Moi, je ne pense pas du tout ça. Non, je ne pense pas du tout. Là, les journalistes sont des personnes. Et voilà. Mais il n'y a pas chez vous un sentiment de le témoignage contre la littérature dans le deal qui se fait à ce moment-là? Ben, vous voulez dire quand on me propose... Bah, disons que je me sens réduite. C'est ça. Ça, c'est sûr. Hein. De toute façon, je me sens réduite, c'est sûr. J'ai écrit un livre. On me dit de faire un témoignage, c'est-à-dire c'est exactement comme dans le procédé de mon père avec moi, c'est-à-dire je deviens sa fille de seconde zone, hein, un enfant de seconde zone, parce qu'un enfant à qui qu'on met dans l'inceste, à qui on impose l'inceste, c'est un enfant dont on fait semblant de le reconnaître et en fait on dénie sa filiation par ce moyen. Hein, c'est la caresse comme humiliation. Il n'y a pas que les coups pour humilier les gens, il y a aussi les caresses. Donc là, l'inceste, c'est vraiment une caresse comme une humiliation. Et à ce moment-là, c'est ce qui il y a un truc de seconde zone aussi dans cette histoire de journalisme où il faut absolument que vous ayez fait un témoignage. Ça ne peut être qu'un témoignage puisque vous parlez de ça. De toute façon, pour les livres des femmes, d'une manière générale, ça a souvent été cantonné dans la question du témoignage. Il fallait que ce soit ça. Ça ne pouvait être que ça. Donc oui, il y a une espèce d'humiliation, bien entendu, à être... Parce que pourquoi c'est un problème que ce soit de vous dire que c'est un témoignage? Parce qu'un témoignage, c'est utile. La littérature, c'est inutile. Et c'est pour ça que c'est important. Un témoignage, c'est utile à qui? À celui qui va l'analyser, à celui qui le recueille. Il y a des gens qui recueillent les témoignages, et puis d'autres qui analysent les témoignages des gens. Voilà. Ceux qui les analysent sont rarement ceux qui ont témoigné. Et donc ceux qui ont témoigné, ou ceux qui témoignent, se sentent comme des objets, ou comme des chiffres. Donc forcément, c'est aussi une humiliation, bien entendu.
Mais quand vous retranscrivez les cassettes, ce qui vous frappe ou vous interpelle, c'est la manière dont les questions sont posées. Et vous dites, on ne peut pas parler à ces gens-là d'égal à égal. Il y a forcément un rapport de force? De leur part, oui. Et on ne peut pas le contourner. Même avec l'expérience. On peut le contourner, on peut l'inverser, on peut faire plein de choses. Mais est-ce que c'est intéressant de rester dans le rapport de force? Voilà, bien sûr qu'un rapport de force, ça se contourne, ça s'inverse, bien sûr. Mais alors, à ce moment-là, on remplace par une histoire de jeu de pouvoir et donc une histoire psychologique entre deux personnes, quelque chose qui pourrait être, je ne sais pas, imaginons des trucs fous, du genre une tentative pour comprendre quelque chose et pour dire quelque chose. Il y a une phrase terrible dans votre livre. À un moment, votre père vous dit, c'est page 159, « Tu devrais écrire sur ce que tu as vécu avec moi, c'est intéressant. C'est une expérience que ça, c'est parce que tout le monde ne vit pas. » Je lui ai envoyé, c'est au moment où je commence à écrire, et donc voilà. Non mais c'est important de le préciser, qu'il y a cette antériorité, qu'on n'imagine pas que c'est son idée, non, c'est la mienne. Oui. Donc, mais on le ressent très bien comme une volonté de reprendre le pouvoir. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a l'inceste indiscutablement, mais il y a une espèce de... Et puis de jouer. Alors jouer, et puis une espèce d'emprise, mais d'emprise psychologique. Mais enfin, je vais prendre le problème par un autre côté. Dans votre enfance, et au moment où l'inceste commence, vers l'âge de 13 ans, votre père vous reprend sans cesse sur des mots. Tu ne dois pas parler comme ça, ce n'est pas cette expression-là qu'il faut utiliser. Et comme vous avez constaté, j'explore vraiment ce rapport aux mots. Quelle importance ça a eu, cette façon que votre père a eu d'essayer de vous formater? Quelle trace ça a laissé? Ça vous arrive d'y repenser quand vous utilisez un mot en vous disant « Ah, il m'aurait dit ». Est-ce que ça va jusque-là? Quand j'utilise un mot, non. Mais quand on me fait remarquer que j'ai parlé de telle façon, oui. Encore maintenant? Bien sûr. Bien sûr. L'autre jour, j'ai fait une émission de radio, on m'a posé une question, j'ai répondu, je ne sais pas. J'ai répondu, je ne sais pas. Le lendemain, on m'a fait remarquer que j'avais dit, je ne sais pas. Au lieu de je ne sais pas. Mon père n'est pas tout seul. Hein. S'il était tout seul, il n'y aurait pas d'inceste. Hein. C'est tout un système, le pouvoir. Hein. Ce n'est pas mon père tout seul qui a fait tout ça. Hein. Ah non, non. Je disais au début de cet entretien, Christine Angot, que j'avais l'impression qu'avec ce livre, on s'approchait très très près de ce que vous cherchez. Et il y a une phrase, moi, qui m'a à la fois bouleversé et qui m'a fait vraiment comprendre de quoi vous parliez. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça fait d'avoir un père qui refuse que vous soyez sa fille. Pour vous, l'inceste, c'est juste un truc sexuel. L'inceste, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord la négation du lien, d'une certaine manière. Comme je disais tout à l'heure, le truc sexuel, c'est un instrument de domination, d'humiliation sur l'enfant qui est le vôtre. Imaginez-vous, si vous avez des enfants, un instant, essayez, que vous faites ça sur votre fille, sur votre fils. Vous savez très bien que ce qui part de vous, c'est de l'humiliation. C'est évident. Alors certes, l'humiliation fait partie des jeux sexuels. Mais c'est encadré, un jeu sexuel, entre adultes, avec le consentement, justement. Là, ce n'est pas du tout la même chose.
Il y a un rapport d'autorité qui fait que ça ne peut être que de l'humiliation, sans jeu. Ça s'écrit des deux façons. Donc, oui, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question, mais oui, c'est vraiment... et en fait, oui, c'est ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette espèce de psychologisation, c'est comme si on ne voulait pas voir notre société, en fait. Et donc, on psychologise, oui, le père, etc., la pulsion sexuelle, les hommes de pouvoir qui sont fous, qui veulent absolument, voilà, qui ont des besoins sexuels pas possibles, etc. Oui, enfin, bon, franchement, c'est accessoire, quoi. C'est anecdotique. C'est un moyen, c'est tout. Sinon, ça serait pas... Sinon, ça ne détruirait pas comme ça les sociétés et les générations. Ça détruit des générations. Je reste croché sur les mots, décidément. Je vous en prie. Ce qui est très, très intéressant aussi dans ce livre, c'est la manière dont vous suggérez l'appartenance sociale. C'est-à-dire qu'il y a une différence de milieu social entre votre père et votre mère. Et ça va se loger jusque dans la dénomination de l'école, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devez passer de l'école privée à l'école communale, le choix du mot communal verrouillait le mécanisme et donnait un dernier tour de vis. Juste un mot qui permet finalement de définir le changement de condition, la peur peut-être de ne pas être à la hauteur ou de perdre son statut social. C'est pas exactement ça à ce moment-là qui est recherché dans ce que j'ai cherché à écrire. C'est pas exactement ça. Ce qui est recherché, c'est la chose suivante. C'est ma mère a beau être d'un milieu en effet largement inférieur à celui de mon père, était employé de bureau à une époque en plus où les femmes ne travaillaient pas, m'a inscrite j'habitais Châteauroux, une petite ville, m'a inscrite dans le privé, dans une école privée. C'était des écoles où il y avait, à l'époque, peut-être maintenant ça a changé, mais il n'y avait que des enfants de la bourgeoisie de la ville, des notables, etc. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, comme on doit aller vivre à Reims, se pose, et mon père est en train de me reconnaître à ce moment-là, ma mère lui demande, devant moi, ce qu'il pense, est-ce qu'on devrait profiter du changement de ville pour qu'elle m'inscrive dans le public, dans l'école publique. Bon. Mais oui, mais ça va la perturber parce que déjà, bon, voilà, de changer de système, en plus de changer de ville, etc. Et mon père lui dit, moi à Strasbourg, mes enfants vont à l'école communale et ça se passe très bien. Et dans la voix, dans le choix des mots, et notamment du mot communal, il y a toute la supériorité et l'assurance que donne cette supériorité de celui qui veut bien envoyer le message à cette femme qui croit qu'en mettant sa fille dans le privé, ça va compenser le gap qui les sépare. Moi, à Strasbourg, mes enfants vont à l'école communale, ça se passe très bien. Voilà. C'est ça, un mot avec tant d'implications, c'est oui. Incroyable, c'est formidable. Ah, mais c'est comme ça, oui. Avec les mots. J'aimerais qu'on aborde votre volonté de dire, parce que dès la commission de l'inceste, très vite, vous avez envie de dire. Vous vous dites, je dois dire. J'ai pas envie, mais je veux. C'est ça, vous voulez, et c'est pas possible. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que, comme je disais tout à l'heure, je vais être obligée d'y penser. Et donc, et puis, pas seulement ça aussi, parce que de toute façon, comme on disait tout à l'heure, où, quand, comment, et puis à qui? Alors bien sûr, ma mère, mais à qui? Hein? Quand on nous dit de parler, ah oui, à qui? Ouais. Ah oui, à ceux qui sont des associations pour recueillir la parole. Bah ouais.
Alors la première étape, c'est effectivement de pouvoir dire soi-même. Et il y a des tentatives. Il y a une fois, on y est presque et c'est entravé de nouveau par un mot, un seul, qui fait que, hop, on ne peut pas dire. Le mot, c'est « je sais ». Exactement. Elle répond, elle dit « oui, parce que je dis, oui, ça s'est mal passé, etc. » Ah bon, à cause de quoi, à cause de ça, Ouais, parce que c'était difficile, oui. Dites-le. Oui. Il est difficile. Ouais. Ah Et là, bon, mais qu'est-ce qui est difficile? Son caractère. Ah bon, mais voilà, son caractère. Alors, elle dit, ah oui, je sais. Bon, quelqu'un qui vous dit je sais. Ben, c'est qui sait. En tout cas, c'est que vous ne pouvez plus continuer. C'est ça. Quelqu'un qui vous dit je sais, c'est quelqu'un qui vous dit tais-toi. Quelqu'un qui vous dit je sais, c'est ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui vous dit je sais, c'est tu n'as rien à m'apprendre. Quelqu'un qui vous dit je sais, c'est quelqu'un qui vous dit j'ai compris avant toi. Quelqu'un qui vous dit je sais, c'est quelqu'un qui vous dit je connais. Tu n'as rien à m'apprendre. Le problème est là, les enfants sont confrontés tout le temps. Là encore, souvenez-vous, au fait qu'ils ne peuvent rien apprendre aux autres, qu'ils n'ont rien à apprendre aux autres. Et les victimes d'inceste, par exemple, se retrouvent, ou de viol, etc., les victimes, d'une manière générale, se retrouvent des années après dans la même situation, hein, puisqu'il faut des gens pour analyser leurs propos, etc., de ne rien avoir à apprendre aux autres, qui non seulement vous le font sentir, mais, et alors là, c'est pas possible, vous disent des paroles rassurantes, avec une voix douce. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je ne sais pas comment vous dire, c'est... C'est une très jolie phrase que vous venez de dire. Oui, mais non, justement, vous voyez. Quand on écrit, enfin, c'est... Dans le contexte, c'est une très jolie phrase, mais c'est ça passe pas. Mais oui, mais c'est horrible. Non, mais c'est... comment dire, ça provoque de la colère. Hein, parce que quelqu'un qui vous dit des paroles rassurantes dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye, c'est à lui-même qu'il parle, il essaye de refouler le fait qu'il n'a pas tenu son rôle de protecteur au moment où il devait le tenir, avec 2-3 mots sur une voix douce. Donc c'est tout ça qui se passe. Se dire, ce pouvoir dire, ce comment dire, ça habite tout le livre. Hein. Il y a des tentatives avec votre demi-sœur. Et il y a un passage que j'ai retenu. Avec ma demi-sœur, ce n'est pas une tentative. Non, avec la demi-sœur, vous dites. C'est dit. Absolument. Oui. Mais avant ça, vous avez 16 ans et vous avez une relation avec un trentenaire qui s'appelle Marc. Et j'ai envie de l'appeler un passeur de parole. C'est-à-dire que vous lui demandez presque de dire ce qui s'est passé à votre mère, comme si ça pouvait vous aider à porter cette parole. Et je vais rapprocher ça d'une autre chose, c'est que vous dites que cet inceste, vous l'avez raconté à toutes vos relations, tous vos amoureux, et très vite. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'impossibilité de dire dans le cadre d'une relation amoureuse devient presque une obligation de dire très vite. Comment vous pouvez expliquer ça? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette information? Pour la plupart, pas grand-chose. Voilà. Et donc, pourquoi continuer à dire très vite, tout de suite? Parce qu'on ne sait jamais. Et qu'est-ce que vous auriez aimé qu'ils en fassent? Et puis, parce qu'on ne sait jamais, et puis parce que, de toute façon, on ne peut pas se retrouver dans une situation sexuelle avec quelqu'un, surtout si cette relation doit avoir une certaine... voilà, signifier quelque chose, avec une telle... je ne sais même pas comment dire, avec quelque chose qui n'est... C'est même pas un mensonge, c'est avec une telle omission, disons, avec quelque chose comme ça qui serait pas dit, quoi.
c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va vivre avec cette personne? Si, on va faire semblant. Ça, c'est pas mal aussi de faire semblant. On fait beaucoup semblant. Oui, mais c'est très important, parce que sinon, on ne pourrait pas. Mais ça ne peut pas être tout le temps. L'importance de la parole. Ce livre est probablement plus dialogué que ses prédécesseurs. Il y a énormément de dialogue dans celui-là. Un tournant de la vie est très, très dialogué. Oui, mais je trouve que dans celui-là, il y a beaucoup de dialogue. Et je l'ai ressenti en tant que lecteur comme si vous cherchiez à remettre les responsabilités au bon endroit. Celui qui a dit a la responsabilité de ce qu'il a dit et également la responsabilité de ce qu'il n'a pas dit. Je ne sais pas si j'étais dans cette volonté comme ça de remettre les sourire quand même. Non, mais alors, il faut que je vous dise pourquoi j'ai souri, parce que juste avant de venir, parce que c'est ridicule, mais juste avant de venir, j'ai un ami à qui je dis je vais aller en Suisse et qui m'a dit « Ah, on va te dire, il faut remettre l'église au centre du village. » J'ai failli, hein. Bon, on n'est passé pas loin, je suis d'accord. Non, la responsabilité, c'est quand même plus de poids que l'église au milieu du village, on est d'accord. Donc c'est pourquoi j'ai souri. Mais je me suis dit non, je ne vais pas le dire, mais bon. Vous m'avez un petit peu poussé. Donc oui, je ne crois pas que c'était mon désir de remettre les responsabilités. Pas du tout, en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Ça ne m'intéresse pas. Non, ce que je voulais montrer, c'est une logique. Donc, en fait, je ne sais pas s'il y a des responsabilités des uns et des autres. À partir du moment où il y a une logique, qui est une logique sociale, on peut en effet individualiser les responsabilités. Lui, il n'a pas fait ça, lui, il n'a pas dit ça, lui, il n'aurait pas... Voilà. Lui, il a eu tort d'eux, elle, pourquoi elle n'a pas compris, etc. C'est vrai aussi. Mais si on s'en tient là, une fois qu'on aura fait la liste des manquements personnels des uns et des autres, je répète, ce n'est pas une histoire privée, mais une histoire collective également, enfin c'est une histoire privée et aussi une histoire collective, si on s'en tient aux responsabilités de ceux qui ont eu tel et tel comportement, on n'aura toujours pas mis à nu la logique comme un courant électrique qui permet d'électrifier tout ça. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse, en fait. C'est pas de pointer... parce que sinon, c'est pourquoi la phrase est très importante, quand il y a justement « tu n'y as pas pensé », tu n'y as pas pensé que tu aurais pu témoigner. Moi non plus, je n'y ai pas pensé. Hein. Donc, moi non plus, je n'y ai pas pensé. Mais puisque vous revenez à cette phrase, en vous lisant, j'ai eu l'impression qu'au moment où vous vous en rendez compte, il y a une espèce de sidération. Ouais. Comment est-ce possible qu'on n'y ait pas pensé? Et puis de peine. Ah bah bien sûr. De peine, de tristesse, voilà, ça aurait pu tellement tout changer. Enfin, c'est vraiment une grande peine quand on se dit qu'on n'a pas pensé à quelque chose qui était là, en fait, et qu'on aurait pu faire. J'aimerais pour terminer, Christine Angot, parler de vos tentatives d'avoir des relations normales avec votre père. Plusieurs fois, vous faites la démarche, par oral, par téléphone, par écrit. J'aimerais avoir avec toi des relations normales. Et chaque fois, ça ne marche pas. Je trouve que le titre de Libé qui parle de votre livre est formidable. Ce ne sont que des leurres d'espoir. C'est forcément, ça tire vers le bas tout le temps. Comment on fait pour continuer à avoir ces lueurs, dans un premier temps, d'espoir, avant qu'ils deviennent des leurres? Parce que je pense qu'il faut vraiment, pour perdre l'espoir qu'on peut être aimé par son père ou par sa mère, je pense qu'il faut vraiment... je ne sais même pas si c'est possible, en fait. Je pense que ça doit l'être, mais... Oui,
c'est pratiquement, enfin, oui, l'espoir, bien sûr, mais qui est tout à fait voisin d'ailleurs de ce qui, quand je me dis que je vais de nouveau, qu'il faut que j'y revienne, qu'il faut que j'écrive ça encore, c'est la même chose, c'est le même trait qui s'exprime, c'est l'espoir. L'espoir que ce soit clair. Hein? Un jour. L'espoir que ce soit compris, audible, la logique vue. Donc l'espoir, c'est ce qui vous fait écrire, c'est tout ça. Hein? Moi, je veux bien qu'on écrive parce qu'on est malheureux et qu'on s'épanche, mais en fait, je n'y crois pas du tout. Du tout. Je crois qu'on écrit parce qu'on y croit. Je crois qu'on écrit parce qu'on a de l'espoir. Ah oui. Le voyage dans l'Est, c'est publié aux éditions Flammarion. Christine Angot, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir accepté l'invitation du livre sur les quais. C'est un vrai plaisir et un honneur de vous recevoir. Pour moi aussi, et j'aimerais vous dire que des livres de littérature comme celui-là, on aimerait en avoir plus souvent. Merci infiniment pour la générosité avec laquelle vous en avez parlé. Merci de remercier Christine Angot. Merci à vous. Christine Angot sera sous l'attente des dédicaces, évidemment, pour signer les livres que vous voudrez bien lui présenter. Elle le fera avec grand plaisir. Merci à tous d'être venus. Bonne fin de soirée.